Bonjour à tous, on se retrouve pour le CQFR en ce jeudi 10 août 2023. Comme vous pouvez le voir, mes camarades de jeu habituels ne sont indisponibles ce matin, mais on voulait quand même vous faire ce petit tour quotidien de l'actualité, comme vous en avez maintenant pris l'habitude. Et en plus, il y a eu un match de l'équipe de France hier soir, et quelques petites news à évoquer ici et là en NBA. Donc on va démarrer avec ce match des Bleus, ce match contre la Lituanie à Orléans, qui était le dernier match des Bleus en France avant qu'ils ne s'envolent pour des contrées lointaines. Enfin, pas si lointaines dans un premier temps, parce que vendredi, il y aura à nouveau un match contre la Lituanie, en Lituanie cette fois, avant que les Bleus ne se rendent au Japon, où ils disputeront 2 matchs de préparation. 2 matchs qui s'annoncent pas simples d'ailleurs, et qui seront un bon révélateur, je pense, contre le Japon, évidemment, et ensuite contre l'Australie. Les Australiens seront les derniers adversaires du groupe de Vincent Collet avant le premier match de poule du mondial contre le Canada. Le Canada, justement, qui au passage a perdu hier contre l'Allemagne, 86-81, avec des excellents Dennis Schroeder et Franz Wagner. Donc ce sera la tâche pour le Canada dans cette Coupe du Monde est pas si simple, parce que c'est clairement un outsider vu la qualité du groupe qui vont emmener là-bas, mais en même temps c'est une équipe qui se connaît pas si bien que ça, avec des joueurs qui n'ont pas évolué si souvent ensemble. Donc je pense que les Bleus sont preneurs d'éventuels petits couacs au démarrage pour les Canadiens, et c'est peut-être le bon moment pour les prendre tout de suite en poule. Revenons sur ce match des Bleus dont je vous parlais juste avant. C'était donc contre la Lituanie. Les Bleus qui se sont imposés assez nettement, 90-72. Et je trouve personnellement que ça a été une prestation très convaincante contre ce qui était, à mon avis, à ce jour, l'adversaire le plus menaçant pour les Français depuis le début de la préparation, sans faire offense à la Tunisie ou au Monténégro, évidemment. Non seulement les joueurs de Vincent Collet ont été au-dessus, mais ils ont aussi proposé, et c'est pas toujours le cas, on sait que c'est pas si simple, surtout en préparation, ils ont aussi proposé un jeu de très grande qualité, avec un mouvement et une circulation de balles qu'on n'avait pas forcément vu ces derniers mois, pour pas dire ces dernières années. Et j'ai trouvé que le spectacle proposé était bon, surtout contre un adversaire de ce calibre-là. On sait que les Lituaniens font partie des outsiders, c'est toujours une nation à respecter, avec des joueurs référencés, des joueurs NBA, des très bons joueurs d'Euroleague. Et clairement, en plus, ils n'étaient pas venus faire du tourisme à Orléans, hein. On les a vus tout de suite bien dans le match, prêts à proposer un gros défi à l'équipe de France. Et j'ai trouvé les Bleus en contrôle, en maîtrise. Certes, la victoire s'est dessinée surtout à l'approche de la mi-temps, où là, les Français ont accéléré et ont vraiment montré et affirmé leur supériorité avant de gérer un avantage assez conséquent sur le reste du match. Mais c'était encore une situation, un contexte un peu différent des matchs précédents, parce que là, Evan Fournier n'était pas là. Il était ménagé en raison de douleur à la cheville, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est Terry Tarpey qui accompagnait ce qui est maintenant le quatuor fort et majeur de l'équipe de France, c'est-à-dire avec Rudy Gobert, Guerschon Yabusele, Nicolas Batum et Nando De Colo. Terry Tarpey, le chouchou du public français depuis le dernier Euro, à juste titre, tant il avait été impressionnant, qui faisait donc partie de ce 5-là. Et ce 5, avec ces cadres dont je parlais, ça a encore été fort, hein. C'est-à-dire qu'ils ont chacun individuellement été impactants. Rudy Gobert, 14 points, 6 rebonds. Guerschon Yabusele, qui continue de prendre une dimension que je trouve vraiment impressionnante. 15 points, 4 passes. Nicolas Batum, all-around player comme on le connaît, et qui m'a semblé extrêmement en jambes. Batum qui finit avec 10 points, 6 rebonds, 3 passes, 3 interceptions. Un contre comptabilisé, mais dans mon souvenir, il y en a plus que ça, donc je suis pas sûr que la feuille de match soit totalement exacte. Et Nando De Colo qui finit avec 13 points et 8 passes. Il y a donc les titulaires qui ont été bons, mais j'ai aussi beaucoup aimé, comme lors des matchs précédents d'ailleurs, j'ai vraiment apprécié l'impact du banc. Hier, Franck Ntilikina, dont vous connaissez... Vous savez l'affection que j'ai pour lui, et que je suis un ardent défenseur ou un ardent optimiste de Franck Ntilikina. Il a fait des passages que j'ai trouvé bons. Il inscrit 11 points et je l'ai trouvé bien dans l'intensité, dans ce qu'il est capable de faire. Il y a aussi eu Sylvain Francisco, dont on attend toujours des entrées fracassantes. Là, il a mis un peu le boxon comme il sait le faire.
capable de shooter à 2 mètres de la ligne à 3 points comme si de rien n'était. Et voilà, je l'ai encore trouvé intéressant. Et globalement, le groupe, chaque membre apporte à son échelle et c'est très intéressant. C'est ce qui fait que je pense on est aussi optimiste que ça pour les Bleus et que même, je sais, on lit vos commentaires. Je sais que certains d'entre vous nous trouvent un peu trop peut-être optimistes ou ambitieux pour les Bleus quand on parle de victoire en Coupe du Monde. Mais je dirais avec ces atouts-là, c'est-à-dire un groupe qui se connaît, des joueurs très expérimentés, des adversaires qui sont pour la plupart privés de leurs joueurs majeurs. Ça me semble encore, je vais le répéter tout au long de la préparation et sans doute même au début du mondial, mais ça me semble compliqué de viser autre chose qu'une très belle médaille, pour pas dire la plus belle des médailles. Donc voilà, on verra encore, on va pas s'avancer, il reste bien des choses. Là, ce sont que des matchs de préparation. Ça a été l'occasion de voir des joueurs qu'on voit aussi pas forcément beaucoup. Il y a eu la première sélection de Joël Ayayi, qui a passé quelques minutes sur le terrain. Yohan Makoundou a fêté une nouvelle sélection lui aussi. Il a d'ailleurs clôturé le bal avec un très gros dunk, un moulin en transition sur la dernière possession des Bleus. Donc voilà, en tout cas, collectivement, alors personnellement, je trouve que c'est l'équipe que je rêve de voir au mondial en termes de style de jeu, de basket proposé, de sérénité, d'assurance, tout ce que vous voulez, mais je sais exactement ce que j'ai envie de voir et ce que je pense que les Français sont capables de faire dans cette Coupe du Monde, quel que soit l'adversaire. Alors évidemment, on imagine bien que les équipes qui affronteront les Bleus les laisseront pas se régaler et nous régaler comme ça a été le cas hier, sans essayer de contrecarrer leur plan. Mais il y a vraiment, vraiment de quoi être optimiste et on verra ce que ça donnera pour la suite. Comme je le disais tout à l'heure, vendredi soir, les Bleus seront en Lituanie pour y affronter ce même adversaire, dans un contexte un peu différent à l'extérieur. Et ce sera donc la dernière répétition avant de s'envoler pour le Japon. Toujours un sujet qui concerne les Bleus et la Coupe du Monde en même temps. Alors c'est pas encore officiel, mais Kristaps Porzingis, qui donc était censé faire la Coupe du Monde avec la Lettonie, et affronter les Bleus en phase de poule. Porzingis est très très incertain, d'après la presse allemande. Il est blessé au pied et il y aura concertation dans les prochains jours entre lui, le staff médical de la Lettonie et les Boston Celtics, évidemment, pour savoir s'il va participer à cette Coupe du Monde ou non. J'ai l'impression quand même qu'on se dirige vers un forfait parce que j'imagine pas les Celtics ne pas mettre la pression pour pas que Porzingis et la Lettonie prennent de risques. Je veux dire, ils viennent de lui offrir un contrat, une prolongation de contrat de 2 ans, 60 millions de dollars. Ils ont fait un move important pour le faire venir pendant l'intersaison. Ils ont quand même, dans ce trade à 3, ils ont lâché Marcus Smart, notamment. Je les imagine mal l'encourager à participer s'il a le moindre pépin physique. Et très égoïstement, ce sera une bonne nouvelle pour la France, parce que la Lettonie sans Kristaps Porzingis, même si c'est toujours des nations dont il faut se méfier, on sait, les équipes baltes, c'est des pays de basket, donc il faut toujours s'en méfier. Sans Porzingis, c'est quand même un peu différent. Donc bon, on verra, mais je pense quand même qu'on se dirige vers un forfait. Même si pour le spectacle de la compétition, on espère toujours que les stars NBA et les stars de chaque sélection soient présentes. On sait déjà que Nikola Jokic ne sera pas là. C'est toujours un peu le mystère autour de Giannis Antetokounmpo qui a été opéré pendant l'intersaison et qui est toujours incertain. La liste définitive des Grecs n'a pas été dévoilée. Luka Doncic sera là, c'est déjà énorme et on voit qu'il est en forme. Il sort d'un triple-double contre le Monténégro et ce week-end il jouera contre Team USA. Donc il y aura des stars, mais voilà, je répète que les Bleus sont dans une position qui me semble très intéressante et très favorable. Sur le reste de l'actualité en NBA, il y a eu une prolongation intéressante. Josh Hart, dont on attendait justement cette prolongation, qui avait contribué à faire des Knicks une équipe bien plus compétitive et menaçante sur la deuxième partie de saison, à partir du moment où il est arrivé en provenance de Portland. Et les Knicks avaient même été demi-finalistes de conférence. Après son arrivée au moment de la deadline en février, Josh Hart a tout de suite apporté de la défense, de l'adresse extérieure. Parfois ça a été un peu irrégulier, mais il apporte toujours cette énergie, cette agressivité des deux côtés du terrain qui est très intéressante. Et le dossier de sa prolongation restait un peu en suspens alors que son contrat arrivait à expiration à l'été 2024. Et voilà, je pense que les dirigeants des Knicks étaient conscients du fait que Josh Hart est un joueur assez parfait pour Tom Thibodeau et pour les Knicks, maintenant dans la configuration dans laquelle il se trouve pour la saison qui arrive.
Donc Josh Hart, selon les informations d'Adrian Wojnarowski d'ESPN, va signer une extension de 4 ans pour 81 millions de dollars. Il sera alors engagé avec New York jusqu'en 2028 avec un salaire total de 94 millions de dollars. Donc voilà, les Knicks qui récupèrent un excellent défenseur, enfin qui récupère dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'il était déjà là et il reste là, qui récupère un très bon défenseur, un shooter théoriquement fiable, qui n'a que 28 ans, donc qui est dans son prime. Ça me semble être une très bonne affaire, et de toute façon il n'y avait pas trop de doutes à ce sujet. On savait que c'était qu'une question de jours, et il y avait sans doute des détails contractuels qui étaient évoqués, mais sans qu'il y ait de suspense sur sa destination. Josh Hart, qui d'ailleurs, pour revenir sur le mondial, qui est actuellement avec Team USA, qui fait partie des 12 joueurs appelés pour la Coupe du Monde 2023, et qui sera avec son coéquipier des Knicks, Jalen Brunson, et aussi l'autre ancien de Villanova qui fait partie du groupe, la mafia de Villanova de Team USA, Michael Bridges. Voilà. Donc bonne prolongation attendue, mais prolongation importante et intéressante pour les Knicks, me semble-t-il. Ensuite, dans l'actualité, c'est un petit détail, mais c'est toujours amusant de voir, sympathique de voir des joueurs qu'on a appréciés par le passé être mis à l'honneur, recevoir des hommages de la part des franchises qu'ils ont marqué de leur empreinte. Donc là, on apprend que Amar'e Stoudemire et Sean Marion vont devenir les 11e et 12e joueurs de l'histoire à avoir leur maillot retiré par les Phoenix Suns. Alors, donc d'après Shams Charania, ça interviendra au cours de saison, et leurs numéros 31 et 32 vont être retirés. Alors, les gens ont des avis un peu divers et variés sur la question des retraits de maillot. Il y a des franchises qui ont le retrait un peu facile. Les Suns n'ayant jamais gagné de titre, ils se penchent surtout sur les joueurs qui ont marqué les fans, finalement. Avant Stoudemire et Sean Marion, il y a eu, alors pour les très anciens, Dick Van Arsdale, Walter Davis, Alvan Adams, c'était un peu avant aussi, Connie Hawkins, Paul Westphal. Voilà, c'est des noms qui parlent moins aux générations actuelles, mais sinon il y a quand même du Kevin Johnson, Dan Mayerley, Steve Nash, Tom Chambers et Charles Barkley, évidemment. Donc c'est des joueurs qui n'ont pas gagné de titre avec Phoenix par la force des choses, puisque les Suns n'ont jamais été champions. Mais c'est des joueurs qui ont marqué, qui ont fait un passage très remarqué, et c'est le cas de Stoudemire et Sean Marion. Stoudemire qui a passé 8 saisons avec les Suns. Il a été sélectionné 5 fois au All-Star Game, avec 5 présences aussi dans l'un des 2 meilleurs 5 de l'année. Si je ne dis pas de bêtises, il a été une fois dans la All-NBA First Team. Et il a tourné à plus de 21 points et près de 9 rebonds de moyenne avant de partir aux Knicks. Alors certains fans des Suns diront qu'il a choisi de finir sa carrière en tant que joueur des Knicks. Il avait signé ces fameux contrats d'un jour qui permettent aux joueurs de terminer leur carrière là où ils ont envie de la terminer. Ça avait fait ça pour Paul Pierce notamment. Et Stoudemire a fini sa carrière en tant que joueur des Knicks, et peut-être que certains penseront qu'il n'a pas tant impacté que ça les Suns, mais ça a été pendant un temps l'un des tout meilleurs joueurs de la ligue, et il l'a été en portant le maillot de Phoenix. Donc ça me semble pas scandaleux. Et Sean Marion, qui était un joueur très très atypique, il a joué pendant presque 9 saisons, parce qu'il avait été tradé en cours de route à Miami. Mais pareil, à Phoenix, 4 fois All-Star, 2 fois membre du 2e meilleur 5 de la saison, 18 points et 10 rebonds de moyenne quand il portait le maillot des Suns. Voilà, un joueur, comme je disais tout à l'heure, très atypique, avec un shoot assez curieux et pas académique, qui permettait aussi qui avait incité les gens à le surnommer The Matrix. Voilà, un excellent défenseur, un joueur qui a marqué à peu près toutes les équipes par lesquelles il est passé. Ça a été un joueur important, très polyvalent, et visiblement les Suns ont envie de lui rendre hommage aussi. Voilà, ça peut être discutable selon les points de vue, mais je trouve pas ça non plus choquant, à partir du moment où c'est des franchises qui peuvent pas se baser sur juste des joueurs qui ont remporté un titre, comme c'est le cas dans d'autres équipes, et qui doivent aussi penser à ceux qui ont marqué certaines générations. Et je pense que c'est le cas de Stoudemire et Sean Marion, comme ça a été le cas pour Steve Nash, notamment Kevin Johnson. Enfin, c'est des joueurs qui ont marqué l'histoire des Phoenix Suns à leur petite échelle. Voilà. C'est tout pour le CQFR ce matin. Normalement, je ne serai pas tout seul demain matin. Il y aura mon camarade Antoine Pimel qui sera de retour. D'ici là, vous pouvez suivre l'actualité sur Basket Session. Vous pouvez aussi retrouver les précédents CQFR et le podcast du début de semaine
sur les joueurs qui ont le plus approuvé la saison prochaine, qu'on a enregistré avec Antoine lundi et qui est toujours disponible. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain matin.